Bonjour, nous voilà à Mervan, un endroit privilégié où il fait bon vivre. Regardez, observez cet environnement, forêt, cours d'eau, collines. Très tôt, l'homme a compris que c'était ici qu'il fallait s'installer. Je vous propose donc de remonter le temps avec Olivier Niles, archéologue. Sur un secteur de plus de 9000 hectares, comprenant notamment la ville de Fontenay et les villages de Mervan ou de Bourneau. 268 sites sont aujourd'hui inscrits à la carte archéologique nationale. Parmi eux, citons celui de Mervan, attribué à l'âge des métaux. Occupé dès les temps les plus anciens de la préhistoire, c'est pourtant entre 500 et 450 avant notre ère que l'agglomération de Mervan se développa sur les hauteurs d'un plateau, surplombant un méandre de la rivière. Ces protections naturelles, associées aux constructions humaines, créèrent une agglomération dite fortifiée. Depuis plus de 20 ans, les archéologues cherchent, trouvent et étudient avec un souci permanent de vouloir améliorer nos connaissances quant aux origines de notre territoire. À Mervan, près de 1000 structures ont ainsi été fouillées et plus de 35 bâtiments sont désormais répertoriés sur une période correspondant à l'âge du fer. À travers cet exemple, nous verrons comment la lecture des archives du sol permet de comprendre nos origines. Olivier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici donc sur le site de Mervan, un site archéologique. Première question, quelles sont les origines des recherches archéologiques conduites ici ? Alors tout commence en 1996, à l'occasion de la construction du parking qui est derrière. Émile Bernard vient faire un tour à Mervan et en profite donc à cette occasion pour faire un sondage dans le rempart en terre qu'on va voir tout à l'heure. Et là, c'est une grosse surprise parce qu'on pensait que ce rempart en terre était en fait en liaison avec le château médiéval qui est ici. Et une datation au carbone 14 a montré en fait qu'il était beaucoup plus ancien et pouvait être daté du premier âge du fer. Dans un deuxième temps, un projet de lotissement juste derrière ce rempart a été réalisé et a occasionné une fouille de 6 hectares qui a permis de découvrir donc une agglomération fortifiée. Ça, c'était en 2009. Deuxième temps, en 2013, une seconde fouille au lieu dit le Chentor là, a permis de découvrir un second rempart tout en bois qui a brûlé totalement. Les températures sont montées à plus de 600 degrés. Donc, quand on voit ces deux remparts sur un plan, en fait, ça dessine une agglomération fortifiée, donc de hauteur, puisqu'on voit ici la falaise qui fait une quarantaine de mètres de haut. Et entre les deux remparts, donc on a fouillé peut-être une quarantaine de maisons. Tout n'est pas conservé, c'est pour ça. Et on a récolté à peu près 12 000 objets archéologiques, c'est-à-dire essentiellement des vases cassés. Pas de trésors, pas de choses comme ça. À 2 reprises, Olivier, vous avez utilisé l'expression agglomération fortifiée. Alors, qu'est-ce qu'une agglomération fortifiée à l'âge des métaux ? Alors, pour donner une image, on va dire que ça peut ressembler à un village. Bon, ce qu'on appelle un village, c'est une connotation médiévale. Dans un village, il faut une représentation du pouvoir politique, de l'Église également. Là, ce n'est pas le cas. On va dire donc agglomération dans le sens de regroupement de population derrière des remparts. Alors, des remparts qui sont effectivement défensifs, puisque celui du bourg fait actuellement encore 5 mètres de haut, à peu près, 5 à 7 mètres de haut. On rajoute une douve devant, on rajoute des palissades dessus, ça fait quelque chose d'assez puissant. Mais ça a aussi et surtout probablement un rôle ostentatoire. C'est-à-dire que c'est vraiment marquer sa présence dans le paysage par un ouvrage qui nécessite un effort collectif. Voilà. Olivier, donc nous longeons le fameux rempart, il se trouve justement à notre gauche. Comment s'organisait la vie ici au 5e siècle avant notre ère ? Oui, donc ce rempart-là, c'est toute la ligne d'arbres qu'on voit ici. On est au sommet du rempart qui domine les terrains voisinants de 5 à 7 mètres à peu près. Oui. Donc derrière ce rempart, effectivement, ce qu'on a fouillé sur 8 hectares nous a permis de trouver des maisons qui sont construites en bois, avec des poteaux qui sont plantés dans le sol, souvent associés à des greniers sur 4 poteaux, qui sont des structures aériennes destinées à conserver le grain. Et juste à côté, souvent aussi, des fosses d'extraction d'argile qui permettent d'obtenir des matériaux pour construire les murs des maisons.
Et enfin, parfois des fours domestiques, juste à côté de la maison aussi, pour destiner à la cuisson des aliments. Oui, donc finalement, une vie parfaitement organisée. Et alors parfaitement organisée, d'autant plus qu'elle est là circonscrite entre deux remparts, donc ce qui évidemment oblige à une certaine organisation spatiale. Mais il faut aussi rappeler qu'on a fouillé donc une seule partie de cette agglomération, celle qui est située entre les deux remparts. Par contre, tout ce qui se situe ici, sous le bourg actuel de Mervan, n'a bien entendu pas été fouillé. Et c'est probablement ici le cœur du site. Olivier, dernière question. Est-ce qu'on peut estimer le nombre d'habitants ici à Mervan à la protohistoire? Alors, estimer le nombre d'habitants, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas l'état civil de cette période, bien entendu. Ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est que le centre-bourg, si on veut, ancien de Mervan, du premier âge du fer, est plus grand que l'actuel, puisque toute la zone qui se trouve derrière nous jusqu'au Chentor est densément occupée à cette époque. Donc, combien de personnes, combien d'habitants? Probablement plus ou au moins autant que maintenant, que la population actuelle de Mervan. Merci Olivier. Comme vous nous avez proposé d'aller en forêt, partons donc On va en en forêt. Olivier, nous voici en pleine forêt de Mervan. Quelles structures archéologiques ont été mises au jour ici? Bon, ici on a affaire à un habitat rural médiéval d'une certaine importance qui est marqué par un profond fossé qu'on peut voir sur le côté droit. Ici, le fossé est interrompu pour permettre un passage. Et ce site, en fait, a été repéré grâce à la réalisation d'un lidar, qui est une technique de laser aéroporté. Ce qui fait qu'on est parti de à peu près quelques dizaines de sites, je crois 70 sites répertoriés à la carte archéologique nationale. Et là, maintenant, on arrive à peu près à 256 grâce à cette technique. Merci Olivier. Bon courage pour la poursuite de vos recherches. Merci. Et à bientôt. Toujours en Sud-Vendée, au Poiré-sur-Villeluire, les archéologues ont mis à jour un important espace d'habitation attribué au 3e et 1er siècle avant notre ère. Vous l'aurez compris, le patrimoine archéologique est un bien commun qu'il est essentiel de préserver. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau trésor caché.